Merci de votre présence aujourd'hui. Dans quelques jours, comme chaque 14 juillet, les armées se présenteront au chef des armées et à la nation. Défiler parfaitement, c'est bien évidemment quelque chose qui demande du travail, mais en fait, ce n'est pas la finalité d'une armée d'emploi. C'est pourquoi je voudrais, avec vous, ici aujourd'hui, faire un tour d'horizon sur notre environnement stratégique et sur les menaces que les armées doivent se préparer à affronter. Je vais évidemment me concentrer sur ce qui concerne plus directement les armées, mais en fait, les armées ne sont pas les seules à défendre les Français. Il y a d'autres, il y a les forces de sécurité intérieure, il y a les services de renseignement, il y a la diplomatie, il y a les services de secours et bien d'autres qui y contribuent en fait tous les jours. En préambule, je pense que comme moi, vous constatez que l'environnement stratégique est marqué par des crises qui se multiplient et se superposent. On avait auparavant l'habitude de dire qu'en fait une crise chassait l'autre. En fait, aujourd'hui, c'est plus véritablement le cas. En fait, au contraire, les crises se superposent les unes aux autres et s'additionnent, sinon se multiplient. Néanmoins, si on cherche à objectiver un peu ça, moi je prends référence chez le CICR, qui est quelqu'un qui suit la conflictualité et qui a des indicateurs depuis longtemps. Il y a 30 ans, le CICR estimait qu'il y avait 30 conflits d'un niveau suffisant comptabilisé. Le décompte du CICR aujourd'hui, c'est 120 conflits. Donc c'est quelque chose qui est objectif et qui en fait n'est pas totalement surprenant, mais le chiffre est celui-là si on cherche une référence. Ça veut dire qu'il faut qu'on intègre, on est bien face à un changement de référentiel stratégique. Pour moi, en tout cas, je peine à discerner quelles pourraient être les portes de sortie ou de stabilisation à court terme. J'estime même qu'on est plutôt face à quelque chose que j'appelle les effets cliquets. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont franchies et c'est comme si un peu, il n'y aurait pas de retour en arrière et je pense que c'est un peu la réalité. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à un horizon visible, à un retour en arrière et donc ce n'est pas la peine de se dire je vais faire le dos rond et en fait ça reviendra un peu comme avant et je pourrais reprendre mon business pour gérer les affaires. Je pense qu'il y a vraiment un effet cliquet et donc il faut plutôt se préparer à gérer le monde tel qu'il est aujourd'hui face à nous, c'est la réalité. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire que la France ait été aveugle à ce mouvement qui est initié et qu'aujourd'hui on voit assez nettement. Pour preuve, les 2 lois de programmation militaire depuis 2017, sous la volonté du président de la République, ont quand même bien identifié. Et on a 2 lois de programmation militaire qui sont assez inédites. Les armées sont conscientes de l'effort qui est fait par la nation pour les soutenir, mais en fait c'est surtout par rapport à l'ambition du pays au regard de la menace telle qu'elle est aujourd'hui. Si je donne quelques chiffres par rapport à ces 2 LPM, en 2017, le budget de la défense annuel était de 32,3 milliards. En 2019, 35,8. En 2024, 47,2. Donc ça donne une bonne idée de l'augmentation. Mais en fait, vous le comparez, ce qui est important, et je vous dis, les armées en sont conscientes, mais en fait, si vous regardez à la vitesse à laquelle le monde évolue et au niveau de menaces, c'est quelque chose qui est finalement assez logique. Et donc la France, c'est pas qu'elle n'ait pas de surprise, mais elle avait bien anticipé un risque de dégradation et la nécessité de se réarmer, de se réparer d'abord et de se réarmer. Ce que je vais maintenant, c'est je vais caractériser les menaces, en commençant tout d'abord par les menaces qui touchent les Français au quotidien, les plus proches, probablement celles qui vous parleront le plus, et j'élargirai en fait la focale en direction des menaces hors du territoire national, mais dans notre environnement, et je terminerai par la menace qui est pour moi la plus dimensionnante, mais qui est aussi durable et proche. Alors, en ce qui concerne les menaces qui touchent directement les Français au quotidien, ces menaces-là, en fait, elles sont caractéristique de la période qu'on vit, qui est une période de compétition. Vous m'avez peut-être déjà entendu donner ce mot-là. En fait, une compétition qui s'exerce dans tous les champs de l'activité humaine. Ces menaces, elles sont souvent hybrides et difficiles à attribuer. C'est pour ça qu'elles sont utilisées assez facilement par nos compétiteurs. Je constate qu'elles visent à tester notre détermination, nos capacités de réaction et à fragiliser notre cohésion nationale. J'y reviendrai. Je commencerai par les menaces terroristes et la criminalité. La menace terroriste, c'est pas parce que la guerre de haute intensité est revenue que la menace terroriste a disparu. Au contraire, elle reste présente en particulier sur le territoire national, même si nos forces de sécurité intérieure, nos services de renseignement ont beaucoup progressé et sont aujourd'hui plutôt capables de déjouer les attaques qui sont prévues que de voir les traiter, en gérer les conséquences. C'est quelque chose qui est très bien. Ça peut paraître un peu moins visible, mais néanmoins, il y a une vraie menace et elle est traitée. Ça veut dire qu'il y a la mission pour les armées, poursuite de la mission Sentinelle, qui néanmoins s'adapte en permanence dans sa forme, sur le fond et sur la forme.
La menace, elle est aussi liée à ce qui se passe dans le reste du monde, et en particulier au Proche et Moyen-Orient, qui est généralement un peu le bassin, ou en tout cas le vivier des risques de menaces exportées, avec des risques de répercussions sur le territoire national. De fait, les armées, indirectement, sont engagées sur ces théâtres-là, par exemple en Irak, pour justement essayer de contrer au plus loin possible cette menace-là et limiter ses capacités de projection. C'est le cas en Irak, je vous l'ai dit, mais elles n'agissent pas seules. Les services de renseignement sont également mobilisés. Je pense que ça passe aussi par le contrôle des trafics d'armement dans l'océan Indien et la Corne de l'Afrique. À cela s'ajoute bien évidemment sur le territoire national, et vous le constatez, une criminalité et des trafics qui augmentent en volume et en niveau de violence. Cette lutte contre la criminalité organisée, ce n'est pas la mission des armées, c'est les forces de sécurité intérieure. Pour autant, bien souvent, ces trafics, ils ont des connexions assez importantes avec l'étranger. Et donc, c'est à ce titre-là qu'en coordination avec les FSI, on garde quand même un œil et qu'on s'y intéresse de près. De fait, fin juin, ce sont près de 2,5 tonnes de cocaïne qui ont été interceptées dans les Antilles et 2,5 tonnes qui ont été interceptées en Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de l'année, c'est 33 tonnes de saisies par la Marine nationale. L'année dernière, en 2024, année record, c'était 48 tonnes saisies. On est probablement parti pour battre ce record cette année. Les minerais sont quelque chose qui sont aussi extrêmement convoités dans le monde aujourd'hui et qui nourrissent des trafics, d'où la lutte que nous menons contre l'orpaillage illégal en Guyane dans le cadre de l'opération Harpie. Je pense qu'il faut également évoquer la prédation des ressources halieutiques, qui est un enjeu majeur pour la France, d'autant plus qu'on est la deuxième zone économique exclusive du monde, on possède la deuxième ZEE du monde, avec 10,2 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. C'est bien évidemment quelque chose qui est très important. Dans le domaine de la criminalité, il faut ajouter les menaces cyber, dont une partie est d'origine criminelle ou sous-traitée, qui vise aujourd'hui, en tout cas qui peut menacer tous les pans de la société. Pas seulement attaquer les armées, c'est le cas aussi, mais c'est pas le cas, c'est pas la seule cible, voire même probablement pas la cible majeure. On est probablement un peu plus durci, mais vous voyez bien, ça vise des hôpitaux, ça vise des écoles, ça vise des collectivités territoriales, mais les réseaux de transport, mais les réseaux de gestion énergétique ou les PME. Il y a un deuxième niveau qui est comment notre quotidien, le quotidien des Français, est ciblé indirectement par l'action de grands compétiteurs qui comportent un certain nombre de menaces. C'est le cas, par exemple, dans tout ce qui concerne l'espace ou sous les mers, où en fait se situent des équipements satellites ou câbles qui nous permettent de communiquer, de nous positionner, en fait, qui sont très présents dans la vie de tous les jours des Français, sans qu'on le relie directement à ça. Dans l'espace, il y a des actions de brouillage et d'espionnage de nos satellites par les grands compétiteurs. Sous les mers, ce sont des câbles qui ont été sectionnés, alors que 95% du trafic Internet fonctionne via ces câbles-là. Il y a également des menaces qui sont plutôt des risques, entre guillemets, qui sont exogènes, qui sont liés au changement climatique, même si en fait l'impact du changement climatique est souvent catalyseur de chaos, mais même dans leur forme propre, changement climatique, c'est d'une nature différente, mais ça peut nous poser de gros problèmes, cyclones, inondations, feux. Les causes sont diverses, mais le changement climatique joue un rôle et ses effets se feront de plus en plus sentir dans l'avenir. Et en fait, on le ressent nous-mêmes sur le territoire national, outre-mer évidemment, mais même sur le territoire national métropolitain. Je constate que ça, c'est forcément quelque chose, par l'ampleur que ça prend, quelquefois la répétition, quelque chose qui met en tension les moyens de l'État, qui sont des moyens finis par définition, et que bien évidemment, je constate que chacune de ces crises est finalement toujours, au moins ponctuellement, instrumentalisée pour dénoncer les insuffisances de l'État. De fait, les Outre-mer sont également touchés par toutes les menaces que j'ai évoquées spécifiquement, avec en surcroît l'effet éloignement. J'évoque souvent le terme de tyrannie des distances, ça rend tout plus compliqué et c'est là aussi quelque chose qui est très, très, très dimensionnant. La zone Indo-Pacifique, elle a cette spécificité-là, du fait de par son hyper-éloignement, entre guillemets, mais c'est aussi parce que la zone, j'y reviendrai, c'est dans cette zone que se joue la lutte pour le leadership mondial entre les Américains et la Chine, et que forcément ça a aussi, par ricochet, un impact sur nous et notre sécurité et les menaces. Pour nous, ça veut dire que ça signifie qu'on doit éviter de durcir cet antagonisme. Parallèlement, on se doit absolument de rester un allié fiable vis-à-vis de nos partenaires dans la zone, notamment en les aidant, comme je vous l'ai dit, sur tout ce qui est les conséquences du changement climatique. Pour tous ces petits pays, c'est probablement d'ailleurs, finalement, en fait, la préoccupation majeure, et c'est dans ce domaine-là qu'il faut les aider. Et une aide strictement militaire est quelque chose qui, c'est pas que ça les laisse indifférents, c'est que c'est pas leur priorité, et en tout cas pas du tout la priorité de leur population. Ce
que je constate, si je prends depuis tout ce que je vous ai dit sur la partie menaces terroristes, mais encore plus sur ces menaces qui visent un peu le quotidien des Français, en fait, toutes ces menaces, directement ou indirectement, finalement, menacent et ciblent la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est vraiment le centre de gravité de tous les pays et le centre de gravité, un élément clé de la résilience de la nation. La cohésion nationale, elle fait une vraie source de faiblesse. Elle fait notre force. Quand on est forte, quand notre cohésion nationale est forte, c'est quelque chose qui dissuade. Elle est faible, le risque est que ça inhibe notre capacité de réaction et notre volonté de se défendre. Et donc, on comprend comment nos compétiteurs et nos adversaires ont intérêt, finalement, à attaquer cette elle est faible. Le risque est que ça inhibe notre capacité de réaction et notre volonté de se défendre. Et donc, on comprend comment nos compétiteurs et nos adversaires ont intérêt, finalement, à attaquer cette cohésion nationale. Le mode d'action privilégié pour la fragiliser est la désinformation. Soit en exploitant les menaces qui ont été décrites précédemment, soit directement. Ces menaces sont difficiles à contrer car elles agissent en semant le doute, elles agissent généralement en choisissant un terreau favorable, et elles sont souvent difficiles à attribuer, en tout cas difficiles à attribuer formellement. En fait, on voit généralement toujours qui est derrière, à qui profite le crime, entre guillemets, et en fait, formellement, pour l'attribuer, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. C'est bien évidemment le but. J'estime que les menaces hybrides, ça peut se définir comme quelque chose qui vise finalement à freiner la capacité de décision, parce qu'en fait, il y a un flou qui demeure et que, sauf à non pas prendre des risques, mais affirmer une volonté et finalement attribuer ou en tout cas cibler quelqu'un, de manière formelle, c'est pas si simple que ça. En plus de ces menaces dont les impacts sont assez évidents, il faut bien évidemment pas ignorer ce qui se passe ailleurs dans un monde où tout est lié, et donc on en ressent également les effets sur notre quotidien. Donc ça, c'était vraiment ce qui concernait le plus proche les Français, donc généralement sur le territoire national métropolitain ou outre-mer. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus éloigné. Donc en particulier, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Parce que je pense que s'il y a bien deux continents dans le monde qui sont très intimement liés, et tout ce qui se passe chez l'un, en fait, a des répercussions assez fortes chez l'autre. L'Afrique en direction. Factuellement, et ce n'est que factuel, je constate que l'Afrique est un continent qui est marqué par l'instabilité, instabilité chronique, et donc une vraie difficulté à conduire des opérations sur le long terme. C'est également un continent qui est frappé par le développement des groupes armés terroristes. En 2024, c'est en Afrique qu'il y a eu le plus d'attentats terroristes, le plus de pertes civiles liées à des attaques terroristes. Et je pense que c'est durable. C'est également un continent qui est touché par le changement climatique et qui dispose de minerais rares et donc convoités. Et donc c'est aussi un lieu où les grands compétiteurs sont forcément extrêmement présents. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe et pour la France en particulier ? Je constate que l'instrumentalisation de l'immigration clandestine est quelque chose qui nous déstabilise dans le fonctionnement même de nos sociétés. Je constate que les guerres d'accès aux ressources augmentent l'instabilité qui est déjà présente, avec des conséquences sur la ligne précédente. La France, évidemment, a une position particulière en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, historiquement, et elle a été, pour ceci, directement attaquée dans le champ informationnel par les grands compétiteurs qui, bien évidemment, camouflent derrière cette attaque eux-mêmes des visées extrêmement prédatrices. Ceci, vous le savez, a conduit à l'évolution de nos dispositifs, le but étant de limiter les et des forces armées et des armées en ce qui me concerne, mais pour autant, évidemment, de maintenir un vrai niveau d'influence et de maintenir la capacité à défendre nos intérêts. En fait, mon sentiment très clair est que l'Afrique a encore un besoin de France, et elle l'exprime souvent, et que la France ne peut pas se désintéresser de l'Afrique, car il y a bien évidemment des intérêts, mais aussi des enjeux. Le Proche et Moyen-Orient maintenant, on assiste à une rupture stratégique des équilibres depuis le 7 octobre, avec un déchaînement de violence sans précédent sur mer, sur terre et dans les airs, et où les stratégies laissent difficilement percevoir des voies de sortie de crise. La France agit toujours en termes de ligne de conduite en protection des populations et pour défendre le droit à la sécurité. Nous défendons également la liberté de circulation en mer Rouge dans le cadre de l'opération Aspides. Nous appuyons l'ONU dans le cadre de la FINUL, mais également nos partenaires dans la région. C'est le Liban pour la FINUL, mais aussi comme partenaire, c'est la Jordanie, c'est les Émirats arabes unis, c'est le Qatar, c'est l'Irak également. Avec une seule ligne de conduite, ou en tout cas une ligne de conduite principale, qui est le respect de nos engagements, c'est-à-dire la fiabilité de notre positionnement. Enfin, on œuvre au respect des traités de non-prolifération. Bien évidemment, l'Iran qui est concerné principalement.
Nos grands compétiteurs, bien évidemment, sont à traiter de menaces périphériques. Les grands compétiteurs, je citerai la Chine et l'Iran. La Chine qui est définie principalement aux États-Unis, mais en fait, il n'y a pas de vraie distinction. On n'est pas épargné par les effets de la compétition dans le domaine économique et technologique en particulier. On a été de fait espionné, on est espionné et on fait l'objet de campagnes de dénigrement. Dernièrement, vous avez sûrement bien identifié la campagne que la Chine a habilement conduite visant à discréditer notre industrie d'armement et directement le Rafale suite à la perte d'un appareil dans le cadre des confrontations assez dures entre l'armée de l'air indienne et l'armée de l'air pakistanaise. La Chine, c'est également elle qui remet en cause la liberté de circulation en mer de Chine méridionale et qui agit directement pour influer sur les modes de gouvernance dans cette région du monde. L'Iran, elle pratique le terrorisme d'État et elle détient aujourd'hui des otages qu'elle a transformés en otages d'État. Elle mène des actions déstabilisatrices au PMO où elle a une part de responsabilité lourde par son soutien à des proxys terroristes comme le Hamas, le Hezbollah ou encore les Houthis. Elle peut aussi décider, et la menace a été agitée, de fermer le détroit d'Ormuz. Enfin, je pense qu'il existe de fait aujourd'hui une réelle tentation de relance du programme nucléaire militaire, mais cette fois en dehors de toute surveillance. Enfin, il y a la Russie, et qui constitue la dernière partie de mon exposé, un autre grand compétiteur qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Alors, la Russie, elle est partie prenante de toutes les menaces que je viens de décrire depuis le début à la fin, et elle constitue à ce titre une menace, ou presque toute, une menace durable, proche, et qui est pour moi la plus dimensionnante. Tout d'abord, la Russie, c'est une vraie puissance militaire, conventionnelle et nucléaire, et c'est quelque chose qui est assumé. En fait, la Russie est construite sur son système de force, et elle y consacre aujourd'hui encore des efforts énormes, colossaux, qu'on a du mal à imaginer. Elle a tous les attributs d'un État totalitaire. C'est un univers qui est relativement fermé. Quand je dis ça, je ne choque personne. Une capacité de décision très centralisée. Et également un conditionnement de la population dès le plus bas âge, qui est quelque chose qui est à bien prendre en compte. Enfin, j'estime que la Russie, probablement de par sa mentalité, mais aussi de par les moyens qu'elle a aujourd'hui à sa disposition, se positionne plus souvent en puissance de nuisance plutôt qu'en puissance de construction. La Russie développe vraiment une capacité de nuisance et elle le fait très très bien. Je vous l'ai dit, une puissance conventionnelle et une puissance nucléaire. Une puissance conventionnelle, quand on parle de modèle d'armée complet, en fait la Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. Et dans l'armée russe aujourd'hui, je ne vois pas de capacité qui manque depuis les capacités de brouillage, de guerre électronique, au système de défense solaire, au système d'artillerie, feu dans la profondeur avec un étagement, un système de force conventionnelle, très engrainé avec la guerre informationnelle. Réussir à mettre tout ceci en jeu et le faire efficacement est probablement un autre sujet. Mais globalement, sur le papier, l'armée russe dispose de tout ce qu'il faut, tout. Ça, c'est la puissance conventionnelle. La puissance nucléaire aussi. Quand la Russie est obligée de réduire ses priorités, la dernière chose sur laquelle elle fixe ses priorités, c'est sa dissuasion nucléaire, qui a une dissuasion nucléaire qui est aussi complète avec des vecteurs terrestres, des vecteurs sous-marins, des vecteurs aviation à long rayon d'action, des armes stratégiques, des armes tactiques, avec une doctrine, une chaîne de commandement qui est extrêmement robuste, testée, sondée. Donc c'est véritablement quelque chose sur lequel s'appuie la Russie pour poser sa puissance. La Russie, c'est une vraie profondeur stratégique. Je pense que quand on parle d'un pays avec une profondeur stratégique, c'est probablement la Russie qui est l'exemple le plus fort. Profondeur stratégique, comme je l'ai dit, depuis, bien sûr, géographique. La Russie, c'est 11 fuseaux horaires. Donc ça donne quand même une idée de la surface couverte. C'est ce qui lui permet de tenir économiquement. C'est aussi par la capacité à sa population à durer, ou voire même endurer. Même si la situation est compliquée, en fait, c'est quand même, je pense là aussi, historiquement, culturellement, un peuple qui est capable d'endurer des choses qui nous semblent d'ailleurs complètement inimaginables. Donc c'est quelque chose qui est bien fait. Et donc c'est bien évidemment un aspect important pour la résilience et la capacité à soutenir l'État
Constatons néanmoins que, et je pense que Poutine, depuis les années 2000, a vraiment remis l'endoctrinement, et en particulier au niveau des plus jeunes, un endoctrinement extrêmement fort, la remontée en puissance des héros de la Grande Guerre patriotique, et ce qui est très très fort, et qui se ressent aujourd'hui dans le fonctionnement de l'État russe. Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires, avec en fait des choses qui bien évidemment se caractérisent un peu dans tous les domaines, bien évidemment sous forme de guerre hybride, multimilieu, multichamp, ça veut dire un peu partout on est confronté, un peu physiquement, mais c'est vrai aussi dans l'espace, dans le cyber, dans les fonds marins, je vais un peu vous décrire ça. C'est vrai, je vous le dis, dans le champ informationnel. L'exemple le plus fréquent, si on pense en dehors du territoire national, c'est l'Afrique, où on était confronté. On est encore confronté à une guerre informationnelle extrêmement forte de la part de l'Afrique, de la Russie, qui cible les pays où on est, mais en fait les autres pays aussi. Et vous avez probablement des exemples. En fait, personne n'est dupe quand tout d'un coup à Bangui on brûle le drapeau français et qu'il y a un drapeau russe qui est sorti de je ne sais pas où. Enfin, il n'y a pas de miracle. Après, on peut toujours dire que le hasard fait bien les choses. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, surtout qu'on a des informations très précises qui expliquent bien qu'il y a le système russe qui est mis en place pour conduire une guerre informationnelle qui ne cible pas que la France, mais prioritairement la France, parce que je pense qu'ils ont identifié que si la France a des difficultés dans ce domaine-là, finalement, ça fera un effet domino, puisqu'ils considèrent que c'est probablement nous qui, effectivement, tenons le mieux l'affaire, mais qui cible aussi, en fait, globalement, les autres pays occidentaux. Mais on est la cible principale. Je pense que c'est aussi via des proxys, donc ça, c'est le cas en Afrique, mais c'est aussi sur le territoire national. Territoire national, c'est via des proxys ou des agents un peu jetables, utilisables une fois. Là aussi, vous avez relaté dans vos médias les Moldaves qui ont été arrêtés dans l'affaire des étoiles de David, les cercueils devant la Tour Eiffel, le faux site s'engager.fr, la rumeur des punaises de lit pendant les JO. Et en fait, il y a plein d'autres exemples. Et en fait, c'est quelque chose qui sature l'espace et qui est là aussi, on peut pas nier une forme d'efficacité, parce que ces trucs-là deviennent assez autoporteurs et continue longtemps, probablement après que les Russes aient lancé la première pièce pour faire fonctionner ça. Alors, le champ informationnel, c'est globalement connu, mais je pense que les agressions sont caractérisées aussi dans d'autres champs et d'autres milieux. C'est vrai dans l'espace. Alors, c'est quelque chose qui est très loin de l'espace. Pour autant, les manœuvres de satellites russes, soit pour gêner nos trajectoires de satellites, soit pour s'approcher pour les brouiller, soit pour s'approcher pour les espionner, quelque chose qui est en fait un peu la vie de tous les jours dans l'espace. On a aussi des indices, et vous en avez entendu parler, de volonté de militarisation dans l'espace, avec l'introduction de satellites spécialisés, qui seraient probablement un peu au titre du droit de non-militarisation de l'espace en dehors des règles. Mais ça, c'est un peu aujourd'hui la remise en cause des traités, quelque chose qui est malheureusement assez fréquent. En mer et sous les mers. Donc c'est d'abord les sous-marins nucléaires d'attaque russes qui régulièrement pénètrent en Atlantique Nord et ensuite descendent quelquefois en Méditerranée et qui cherchent évidemment à surveiller les zones qui sont importantes pour nous, mais également chez les Britanniques, éventuellement aussi sur les côtes américaines, avec des... Donc ça, c'est un peu pour l'action. C'est vraiment les sous-marins nucléaires d'attaque. En fait, une présence gênante. Il y a des moyens spécialisés d'action sous la mer, soit à partir de bâtiments de surface. C'est le Yanta qui est particulièrement identifié, qui a de grosses capacités, qui peut intervenir très très profond, à plusieurs milliers de mètres sous la surface. Ils ont aussi des sous-marins spécialisés, avec des capacités de porter des sous-marins filles, entre guillemets, pour conduire des actions plus précises le long des câbles. Donc tout ceci est extrêmement préoccupant et mérite véritablement qu'on s'y intéresse. On est engagé avec nos alliés en Atlantique Nord, mais également avec les pays baltes, les pays scandinaves, pour déjouer ces manœuvres d'intimidation. Mais en fait, sous l'eau et à partir de la surface se conduisent des opérations assez intenses. Dans les airs, frictions, interactions sont fréquentes avec nos patrouilles et drones, et un peu dans tous les espaces. Une fois qu'on est dans l'espace aérien international, c'est quand même un peu la zone où on a l'habitude de dire plutôt, nous, des espaces qui appartiennent à tout le monde. En fait, les Russes disent plutôt un espace qui appartient à personne, sous-entendu, en fait, c'est quelque chose à conquérir. Mais ça, c'est vrai en mer Noire, c'est vrai au-dessus de la Syrie, c'est vrai en Méditerranée, c'est vrai quelquefois assez loin en Atlantique Nord. Donc, c'est des comportements non professionnels, souvent dangereux,
vous avez vu élimination d'un Atlantique 2 par des conduites de tir, mais c'est aussi des escortes de chasseurs ou d'identification. Et je signale aussi les vols de l'aviation à long rayon d'action. Donc ça, c'est les bombardiers stratégiques russes qui sont basés plutôt sur la partie nord de la Russie, dans la région de Mourmansk, et en fait qui conduisent des longs vols plutôt au-dessus de l'espace maritime, en contournant la Norvège et en descendant quelquefois au-delà de la Grande-Bretagne, ce qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, parce qu'en fait ils sont bien occupés. Je pense que ça, s'il y a des signes aussi qui ne trompent pas, mais quelquefois qui sont descendus en dessous en passant au sud de la Grande-Bretagne et ensuite en remontant. C'est arrivé une fois en remontant par la Manche en direction donc des vols de longue distance. Ces bombardiers, l'aviation russe à longue rédaction, elle a bien évidemment une mission anti-navire, de recherche des surfaces et principalement de rechercher les groupes de porte-avions américains ou alliés. Mais en fait, c'est aussi des bombardiers du haut, comme la doctrine russe le prévoit, capables d'emporter l'arme nucléaire. Dans le cyber, en Europe, il y a eu des attaques cyber multiples qui ont été attribuées. Les Russes avancent évidemment masqués, avec une capacité à sous-traiter vers des groupes qui, dans l'absolu, quand on remonte directement, ne veulent pas dire grand-chose. Mais en fait, on voit là aussi assez très clairement de quoi ils en retournent. La France cherche maintenant à attribuer, à dénoncer ces attaques-là. Attribuer est quelque chose qui est important. En fait, attribuer, être capable d'attribuer est une chose, et ensuite le sortir, c'est-à-dire officiellement attribuer, est une étape suivante. C'est ce qu'on fait avec nos alliés. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus exclure des actions comme celles qu'ont subies certains de nos voisins. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et tant mieux sur le territoire national. Par exemple, des sabotages qui ont visé des usines d'armement allemandes ou des grands dirigeants de ces sociétés. Voilà, la Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine, pour la Russie, est existentielle. Et elle veut absolument obtenir ce qu'elle a fixé comme objectif, ou au moins ce que Poutine a fixé comme objectif, avec probablement comme objectif ou état final recherché, si on parlait dans le vocabulaire militaire, affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. Pour y arriver, elle a mis en place, avec la guerre en Ukraine, et elle s'est réorganisée de manière assez rapide et efficace, une économie de guerre qui tourne à plein régime aujourd'hui. Cette économie de guerre, je pense qu'aujourd'hui, c'est une partie de l'équation qui fait tenir l'économie russe. Et donc, il n'y a pas de raison, voire même une forme d'impossibilité de stopper ça brutalement. Ça veut dire que la Russie va continuer à se réarmer à ce rythme-là. Et donc, on estime, malgré les pertes qu'elle subit, les pertes incroyables qu'elle subit, pour autant, avant 2030, constituera à nouveau une force qui constituera une vraie menace à nos frontières sur le flanc est de l'Europe. On comprend bien qu'en Ukraine se joue d'une part la sécurité de l'Europe, mais je pense aussi en fait la place des pays européens dans le monde de demain, dans le monde qu'on est en train de décrire aujourd'hui. Et que si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, en fait on se dit souvent que c'est une défaite occidentale, je pense que ça devient de plus en plus, du fait de la posture américaine, quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. Et que cette défaite européenne, en fait, on la subirait et on les prendrait. Donc l'Ukraine, bien évidemment, doit être défendue comme telle. Mais je pense que la défense de l'Ukraine, c'est aussi un peu la manière dont on conçoit et ce qu'on est prêt à faire pour poser l'Europe telle qu'elle doit être demain et vivre au milieu du monde d'aujourd'hui. Et vous comprenez bien que si jamais ce n'était pas le cas, je pense que, pour prendre une image et qui a déjà été utilisée, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores, et ce n'est pas une position très confortable de se retrouver en bout de chaîne alimentaire. Donc, pour cette raison-là, il faut être extrêmement vigilant. Donc, réponse qui doit être européenne aujourd'hui, je pense vraiment sur le sujet européen, même si on doit absolument conserver le lien avec les Américains, ce qui est à mon avis leur intention aussi, même si le lien devient plus incertain et leur niveau d'engagement va forcément baisser. C'est quelque chose qu'ils ont annoncé. Aujourd'hui sur le terrain, ça ne s'est pas encore concrétisé. Je pense que ça arrivera. Je ne crains pas un retrait total américain, c'est ni dans leur intérêt et ça ne se fera pas comme ça. Pour les Européens d'augmenter leur capacité de défense, c'est quelque chose qui est essentiel. On est aussi engagé dans le cadre de l'OTAN pour la protection du flanc Est. On a parlé hier, le Premier ministre britannique, le Président de la République ont parlé de la coalition des volontaires. Coalition des volontaires qui est quelque chose qui a été suscité lors d'une réunion relative à l'Ukraine par un dirigeant européen en demandant qu'il y ait un lead franco-britannique qui se mette en place, que bien évidemment la Grande-Bretagne et la France ont pris à leur compte avec des développements intéressants. On pourra éventuellement y revenir dans les questions. Voilà, je pense qu'il faut néanmoins être aussi conscient que je pense que la menace russe aujourd'hui, elle est quand même
je ne sais pas si on dit d'abord, il ne faut pas être trop exclusif, mais en tout cas, Poutine joue un rôle déterminant dans la menace que constitue aujourd'hui la Russie vis-à-vis du continent européen et les visées russes sur l'Ukraine. Esprit de revanche, volonté de laisser une trace dans l'histoire qui détermine ses décisions, et je pense que c'est quelque chose qui peut conduire à tous les excès, donc un vrai niveau de vigilance face à cet ennemi, je vous l'ai dit, qui est durable et déterminant. Pour conclure, rapidement, je pense que dans le monde que je viens de décrire aujourd'hui, il y a 4 marqueurs qui permettent de comprendre et de voir à quoi on est confronté. Le premier marqueur, c'est un emploi de la force désinhibé. L'emploi de la force, aujourd'hui, c'est l'outil principal des relations internationales. Beaucoup de pays considèrent que c'est le moyen le plus simple et le plus rapide d'obtenir des résultats. Et que dans ce domaine-là, quand on choisit des modes d'action où on produit le plus de pertes possible, c'est quelque chose qui permet d'afficher sa détermination. Première chose. La deuxième chose, le deuxième marqueur, c'est les contestations de l'Occident et de l'ordre établi après 1945. Un ordre qui s'appuie sur le droit international, qui aujourd'hui est constaté avec une vraie volonté de mettre en place un ordre alternatif. Poutine est le chef de file de cette volonté de désoccidentalisation et il en tire profit. Le troisième marqueur, c'est la puissance de l'information. L'information sous tous aspects. Bien évidemment, l'information en termes de renseignement pour être capable de comprendre, mais aussi l'information, champ informationnel, guerre informationnelle, dans le champ des perceptions, pour attaquer en particulier la cohésion nationale de ses adversaires. Le dernier marqueur qui peut vous sembler d'un niveau différent, mais je pense que pour autant, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que pour beaucoup de pays, en fait, c'est quand même un vrai angle d'approche, c'est l'impact du changement climatique, catalyseur du chaos, mais en fait, vraie préoccupation. Et si on ne le prend pas en compte, déjà, c'est quelque chose qui un jour nous arrivera, ça nous arrive déjà, et il y a beaucoup de conséquences et les armées doivent anticiper, mais je pense qu'en termes de sécuritaire, c'est un driver assez fort. Voilà. Pour conclure, la conclusion de ma conclusion, je pense qu'il faut néanmoins qu'on fasse tous preuve, en tout cas j'essaye de garder moi une forme de lucidité et constater que consciemment ou inconsciemment, aujourd'hui, en fait, il y a une forme d'accoutumance à la violence qui augmente. Et que si vous réfléchissez dans ce que vous présentez dans vos médias, est-ce qu'il y a 5 ans, vous auriez considéré normal qu'un État tire 300 missiles sur un autre et qu'en fait, on dise que c'est pas très grave parce qu'en fait, il y en a 95% qui avaient été interceptés. En fait, c'est très grave et c'est pas normal. Est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait considéré que tirer des missiles anti-navires contre des navires de commerce, même si la plupart du temps, mais pas toujours, ils sont interceptés, en fait, c'est quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. Et il faut contrebattre ça impérativement. Et en fait, est-ce qu'il y a 5 ans, on aurait imaginé qu'il y a des batailles terrestres qui se livrent où il y a plusieurs centaines de milliers de morts par jour, voire quelquefois au-delà du millier. Ceci n'est pas normal. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel on doit faire attention, mais pour autant qui caractérise un peu la manière dont le monde aujourd'hui se positionne. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on pourra prendre de l'ordre de 5 questions. Bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. Deux questions. Est-ce que, de votre point de vue, ici, est-ce qu'il y a un risque que la France soit engagée dans un conflit majeur à courte échéance face à la Russie, d'une manière ou d'une autre? Et comment fait dans ce cas-là pour remporter cette guerre avant la guerre, comme vous dites, cette compétition dès aujourd'hui? Quels moyens vous faut-il? Merci. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, quand il y a un risque, et je faisais le constat, dans nos documents d'état-major, on a l'habitude de classer en disant ok, la menace la plus probable et la moins dangereuse, et la moins probable mais la plus dangereuse. En fait, aujourd'hui, ce qui sort tout le temps, c'est la plus dangereuse. Et donc, il faut quand même être raisonnable. Après, en fait, la France en Europe n'est pas toute seule. Géographiquement, elle est à l'intérieur du continent européen. Il y a des outils de défense collective, Et la France est un pays doté, donc on n'est pas probablement le pays le plus menacé directement. Pour autant, je pense que c'est un peu ce que se disaient les Ukrainiens avant 2014 et même certains qui se le disaient avant 2022. Et que face à un compétiteur russe, un adversaire russe tel que je vous l'ai décrit, qui a identifié la France comme son principal adversaire en Europe, à défaut de se faire attaquer directement et lourdement sur le territoire national, il y a beaucoup d'autres options.
Et enfin, pour répondre à votre question ou précision sur gagner la guerre avant la guerre, en fait, notre vrai objectif, c'est pas de gagner la guerre, en fait, c'est d'éviter la guerre, et donc d'où gagner la guerre avant la guerre et dissuader nos adversaires de le faire. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas avec des bonnes intentions qu'on peut dissuader nos adversaires de nous attaquer, que ce soit sur le territoire national, que ce soit dans les différents milieux ou que ce soit outre-mer. Et que notre capacité à afficher notre détermination, d'être prêt, parce qu'en fait, gagner la guerre avant la guerre, c'est complété par en étant prêt à s'engager dans une guerre de haute intensité. En fait, c'est le meilleur moyen pour ne pas se retrouver aujourd'hui confronté à un engagement majeur. Et ceci, oui, probablement a un coût et nécessite de bien réfléchir à ce dont on a besoin. Bonjour mon général, Franck Alexandre et AFI. Donc je voudrais qu'on parle un petit peu de l'Afrique s'il vous plaît. Les bases permanentes ont été fermées et de ce fait, avez-vous retrouvé votre liberté de manœuvre sur le continent africain ? Merci pour cette question sur l'Afrique, effectivement, qui est quelquefois, je constate qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier parce qu'il y a des crises d'une intensité très supérieure. Pour autant, l'Afrique est quelque chose qui est très important pour la France. Et comme j'ai dit, il y a encore en Afrique et dans de nombreuses parties de l'Afrique un vrai besoin de France. Donc on doit y rester vigilant. Vous avez raison de citer les bases permanentes qui, quand je vous parlais d'instabilité, et il y a une autre caractéristique qui est un peu une caractéristique mondiale qui est souveraineté. Je pense que nos bases permanentes qui ont été historiquement une vraie force, parce qu'on était au contact de nos partenaires africains, parce qu'on était très réactifs, parce qu'on y stationnait des troupes permanentes, est devenu aujourd'hui, dans les facteurs instabilité et souveraineté, quelque chose qui comportait plus d'inconvénients que d'avantages. C'est pas que notre système ne fonctionnait plus, c'est qu'en fait les inconvénients liés à notre présence permanente devenaient insupportables, en particulier parce qu'on était agressé, non pas militairement, principalement, mais on était agressé dans le champ des perceptions. Et vous comprenez bien, quand je vous dis souveraineté, qui est de plus en plus revendiquée par les pays africains, nous, Français, souveraineté, on sait ce que ça veut dire. Quand en 1966, le général de Gaulle dit il faut que la France renforce sa souveraineté ou retrouve sa souveraineté, en fait, il identifie quelque chose qui est, pour lui, le marqueur principal d'une perte de souveraineté ou d'une souveraineté contestée, c'est des bases étrangères sur son territoire. Et il demande aux Américains et aux Canadiens de quitter la France. En fait, on doit comprendre ça, que les Africains puissent avoir la même vision, ou en tout cas, quand dans le champ informationnel, quelqu'un nous attaque sur cet angle-là en disant « vous êtes occupé, vous n'êtes pas souverain », en fait, ça marche. Et donc, c'est pour ça la volonté. C'est pas parce que notre système de base permanente ne produisait pas des effets positifs, c'est que dans le champ informationnel, les effets négatifs étaient bien supérieurs à ça. Et donc, oui, c'est pour ça qu'il y a eu une vraie conception, la mise en place d'un nouveau dispositif qui a visé à fermer nos dispositifs permanents. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de partenariat avec nos partenaires africains, d'actions de coopération, mais c'est quelque chose qui, et là aussi, je pense que c'est important, au rythme de chaque pays. En fait, il n'y a pas une politique africaine. En fait, chaque pays à son tempo, à ses besoins, et en fait, c'est chaque pays qu'il faut traiter. La mission de M. Bockel dans ce domaine-là a été très efficace, parce qu'en fait, il a pris le temps d'aller dans chaque pays, de décliner les besoins, et en fait, tout ne s'est pas fait d'un seul coup, parce que chacun vit suivant ses contingences politiques du moment, ses élections, ses différentes choses, et on est en train, j'estime à l'été, d'aboutir quasiment sur nos dispositifs terminal en ce qui concerne finalement le transfert des bases permanentes. Et en fait, le but étant bien de ce qu'on a déjà fait avec un certain nombre de pays, puisque tout le monde n'est pas au même rythme, mais vraiment d'engager une coopération qui soit équilibrée. Je pense que ça, c'est le terme clé. Il faudra apprendre des deux côtés, parce qu'en fait, c'est bien à deux qu'on fait de la coopération, mais j'estime qu'on a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et si je fais le point moyen de comment vous parlez de l'Afrique dans les médias aujourd'hui, en fait, on est passé sous un vrai seuil de visibilité, et que pour autant, en dessous, il y a quand même un certain nombre de choses qui se font encore. Donc, j'estime qu'on avance dans la bonne direction. Monsieur Mercier après. Oui, bonjour, Noémie Bisserbe du Wall Street Journal. Pourquoi dites-vous que la France est devenue la cible principale de la Russie en Europe? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France fait face à une menace plus grande que ses voisins européens?
En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit la France est mon adversaire principal en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas des autres pays, et ça ne veut pas dire qu'il s'occupe que de nous. Mais je pense que la France, elle affiche sa détermination dans le soutien à l'Ukraine. On a le président de la République et notre diplomatie qui conduit des actions fortes. On a nos armées auxquelles on est confronté face aux Russes en Afrique en particulier, à la guerre informationnelle russe, sur lequel on a quand même investi ce domaine-là. Et on ne fait pas que se défendre. Donc je pense que, en tout cas, Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays avec la Grande-Bretagne et d'autres comme le plus volontaire, et qu'en fait il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe.